pour le biais, le seuil, donc c'est W0, c'est pour représenter le W0. Et ici, donc, chaque neurone va faire exactement le même calcul que ce qu'on a vu pour le perceptron. Donc ici, vous avez un perceptron simple, le deuxième perceptron simple et le troisième perceptron simple. Ici, donc, c'est la sortie 1 du perceptron 1, sortie 2 du perceptron 2 et sortie la troisième pour le perceptron 3. Oui, alors, le fonctionnement, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Chaque perceptron aura quatre entrées dans ce cas. Oui. Et ils vont séparer le plan en trois. Donc, comment je vais interpréter, en fait, ce que je veux, c'est comment je vais interpréter ces sorties. On veut séparer 3 classes. Et donc, comment interpréter la sortie? Donc, ici, je vais prendre chaque perceptron va reconnaître une classe. Ça veut dire que chaque perceptron va séparer une classe des autres. Par exemple, ici, le perceptron 1 va séparer la première classe de la classe 2 et 3. Le deuxième perceptron va séparer la deuxième classe de la première et de la troisième. Et puis, le perceptron 3 va séparer la troisième classe des deux autres classes. La sortie, quand je vais présenter un élément de la classe 1, il est la sortie que je vais avoir. Donc, lorsque je vais présenter un élément de la classe 1, j'aurai O1 qui est égal à 1, O2 qui est égal à 0 et O3 qui est égal à 0. C'est clair? Oui, Lorsque je vais prendre un élément de la deuxième classe, quelle est la sortie que je vais avoir? c'est 1, 0, 0. La deuxième classe que je vais avoir? Je dois avoir le O2 actif, madame. Voilà. Donc, on aura 0, 1, 0, 1, 0. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, 0, 1, 0. Et ainsi de suite. Donc, ça dépend du nombre de classes qu'on veut séparer. Et donc, on va appliquer la même chose sur le problème de reconnaissance de chiffres qu'on avait introduit déjà la dernière fois. Donc, les chiffres seront représentés par des matrices 5 x 6. Et donc, on va prendre les chiffres de 0 à 9. Et voilà, donc ici, vous avez la représentation de 1. On va travailler avec 1 en fait. Et tirés ici, c'est pour représenter les zéros. Donc, les tirés là, c'est pour 0. Donc, ça va être tout simplement sous cette forme. 0, 0, et puis 0, 0. Ainsi de suite pour les autres. Donc, pour simplifier, j'ai mis, en fait, c'est comme ça que c'est présenté. Sinon, c'est des 0, 0. Voilà. Et on a donc on va travailler avec l'exemple. Donc, on a déjà expliqué. Donc, ici, on aura besoin de combien de quoi? Déjà, on aura combien de xi? 30 xi. On aura 30 xi. Donc, si je reprends l'image de tout à l'heure, j'aurai ici x1 jusqu'à x30. De x1 jusqu'à x30. D'accord? Sans prendre en considération le x0. Donc, on va prendre x1 jusqu'à x30 pour représenter les données. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, j'aurai combien de sorties? Madame. On est dans le cas si le nombre est fait, mais s'il est 10 sorties, madame. 10 sorties. On aura 10 sorties parce qu'on veut reconnaître de 0 à 9. Donc, j'aurai sur la couche de sortie, on aura 10 sorties. Et donc,
Si je suppose que le premier neurone donc, va représenter le 1, le deuxième c'est 2, etc. Si je présente le 1, il est là, donc le 1, si je présente le 1, quelle est la sortie que je dois avoir? Madame, je dois avoir 1 et le tout 0. Voilà, on doit avoir le premier neurone activé à 1 et les autres doivent être tous à 0. Quels sont les poids qu'on va modifier si je présente le 1 sous cette forme? Alors, supposons que la sortie n'est pas correcte. Vous avez toujours l'algorithme de modification en tête. Oui, madame. On va modifier les 299 points après le 1. Non, non, parce qu'en fait, alors, c'est la dernière. Voilà, voilà. Donc, notez bien cette ligne. Notez bien cette ligne. C'est bon, vous l'avez en tête maintenant. Donc, chaque poids va être modifié en lui ajoutant le produit de epsilon par T moins O et par xi. Donc, je multiplie epsilon par D moins I, par D moins O, et je multiplie par xi. D'accord, c'est bon? Maintenant, si je reprends le 1 que je vais présenter, quelles sont les cellules ou quels sont les poids qu'on va modifier? Donc, هذه c'est x1, هذه x2, هذه x3, هذه x4, هذه x5, x6, x7, x8, x9, x10, etc. Quels sont les poids qu'on va modifier? Lorsque X0 et X3, madame. Là, علاش x0 alors x0 et x3 وشنو آخر؟ Oui, tu continues. Madame, et les autres poids qui seront à 1 des autres entrées. Très bien. J'ai les autres poids qui sont à 1. Les autres entrées qui sont à 1. Oui, voilà. Puisque je multiplie par xi, donc les xi qui sont à 0, les poids d'Elhon ne sont pas modifiés. Que je multiplie par xi et xi égale à 0. Donc, le premier poids, le deuxième poids ne sont pas modifiés. Quatrième, cinquième ne sont pas modifiés, mais le troisième est modifié. Donc, seule troisième cellule, huitième, 13e, 18e, 23e et 28e vont modifier leur poids uniquement. Et donc, c'est les seuls poids que je vais vous donner. Je vais vous donner donc les poids correspondant à chaque cellule. Donc, le troisième, ça va être 0,03. Huitième, ça va être moins 0,04. Le 13e, ça va être 0,21. Moins 0,13, moins 0,01, 0,22. C'est tout. Donc, troisième, huitième, 13e, 18e, 23e et puis 28e. D'accord? Donc, vous allez calculer la somme pondérée des poids.
Voilà. Je suppose que les poids sont nuls et on va pas les modifier. On ne travaille, on ne modifie que les autres poids. Les W0 coulombs sont nuls. Oui, donc le A à quoi est égal? Moins 0,16. Oui, très bien. Alors les autres, vous avez fait le calcul? Qui c'est qui a répondu? C'est moi, madame. Iman. D'accord. Alors les autres, vous avez fait le calcul? Donc ici, les entrées correspondantes à chaque poids, c'est 1. Donc le A qui est égal à la sommation des pondérés des entrées, ça va correspondre uniquement à la somme de ces poids. À la somme de ces poids. Et donc, A égale moins 0,16. Oui, quoi est égal au alors? Donc, n'oubliez pas que le A ici, c'est pour pour le premier neurone. Pour le premier neurone. Donc, les calculs qu'on vient de faire, c'est pour le premier neurone. Oui, puisque A égale à moins 0,16, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sortie est égale à combien? À 0. Et donc, la sortie, c'est 0. Oui? Qu'est-ce qu'on va faire? Adapter les poids. Voilà, parce que la sortie du premier neurone pour le 1 doit être égale à 1. Et donc, on doit modifier les poids. Oui, on va modifier les poids. Donc, W30, qu'on va faire juste pour le premier et je vous envoie les autres après. Oui, donc est égal à W03. On travaille avec epsilon égale à 0,1. Oui, donc plus Epsilon d moins 1. oui, donc epsilon et multiplie d moins O. D quoi est égal À 1. À 1. 1. Et la sortie calculée, c'est 0. 0, donc 1 moins 0. Et donc, ça nous fait exactement 0,13. Calcul fait. Donc, la troisième cellule qu'on a 0,03, on lui ajoute 0,1 et ça devient 0,13. Pour la huitième cellule, le calcul fait pour la huitième, c'est 0,06. Voilà. Pour la 13e,
13e, c'est 0,31. Et voilà, donc vous pouvez faire le calcul pour toutes les autres. Sinon, donc, si vous faites le calcul pour la deuxième cellule, donc on trouve que le A est positif et donc on modifie les poids parce qu'il doit être négatif. Voilà, donc je vous donnerai les calculs après. Sinon, vous pouvez les trouver vous-même. Voilà, donc la 8e cellule, la 13e, la 18e, la 23e et la 28e. En fait, donc c'est le deuxième TP. Et vous allez le faire avec le perceptron. Donc, vous allez prendre les WI sont tous nuls. Et la modification, donc on ne les modifie pas. On ne modifie pas les W0. On modifie que les autres cellules. Et vous laissez votre perceptron donc évoluer jusqu'à convergence. Les chiffres, je vais vous les envoyer. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir ici. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 0. Donc, avec une matrice 5 fois 6. Voilà. Oui, donc si on revient au TP, matrice poids, j'aurai combien de poids? Donc, vous pouvez tout simplement ignorer les W0, parce qu'on a dit qu'on va les garder à 0, on les prend nuls initialement et on les garde à 0. Oui, donc techniquement, vous aurez besoin d'une matrice pour les poids, qui sera de, ouais, donc 300, oui. Ils sont répartis comment, les 300 poids? N'oubliez pas que il faut localiser chaque perceptron à part pour le calcul des A. On aura 30 par perceptron, madame. Voilà, donc voilà, exactement. Donc on aura 30 et vous avez le choix donc de soit prendre 30 lignes et 10 colonnes ou bien 10 lignes et 30 colonnes. Mais il faut faire la différence. Donc ici, par exemple, si je prends 30 lignes et 10 colonnes, où est-ce que je vais trouver un perceptron? Donc, les poids de IM perceptron, où est-ce que je vais les trouver? Oui, si on prend 30 lignes et 10 colonnes, on a combien de perceptrons? Oui, 10 percepteurs, madame. 10 perceptrons. On a 10 colonnes. Donc, chaque colonne correspond à un perceptron. Chaque colonne, la matrice poids, caractérise un perceptron. Donc, si je veux travailler avec un perceptron, je fixe la colonne et je parcours toutes les lignes. Comme ça, j'aurai tous les poids qui lui sont liés. C'est clair? Hein? Oui, madame, c'est clair. C'est bon? Maintenant, donc, on aura besoin de représenter la base d'apprentissage. Donc, c'est pareil pour la base d'apprentissage. On va la représenter par les 10 chiffres. Chaque chiffre est représenté par 30. Donc, là aussi, donc ici, il vaut mieux prendre 30 colonnes sur 10
lignes, 30 colonnes sur 10 lignes. Et donc, chaque ligne vous donnera une entrée. Chaque ligne, c'est un chiffre. Donc, 30 colonnes sur 10 lignes pour représenter la base d'apprentissage. Et donc, lorsque vous fixez la ligne, c'est que vous avez fixé le chiffre avec lequel vous allez travailler. Maintenant, ce qui reste, c'est la sortie désirée. Oui. Comment on va prendre la sortie désirée? La sortie désirée, ça va être elle aussi une matrice, parce que ici, la sortie est un vecteur de 10 éléments. La sortie est un élément, et c'est un vecteur de 10 éléments. Donc, j'aurai 10 vecteurs. J'aurai 10 vecteurs de 10 éléments. Donc, la matrice sera 10 fois 10. C'est pratiquement, vous pouvez la prendre sous forme de la matrice identité. Parce qu'on a dit que pour la sortie désirée, un seul perceptron s'allume. Donc, vous aurez 0 partout et un 1. Donc, il a dit tout pour une sortie désirée. Il y a une ligne. Vous aurez 1. Et donc, vous aurez, si vous rassemblez les vecteurs hadou, vous aurez, voilà, la matrice identité. Donc, vous voyez comment. Donc, 1, 0, 0, 0 pour le 1, par exemple. Le chiffre 2, le 0, 1, 0, 0, 0. Le chiffre 3, c'est 0, 0, 1, 0, 0, 0, etc. Et donc, ça vous donne exactement la matrice identité. 10 fois 10. Voilà pour ce deuxième TP. C'est clair pour le deuxième TP, Mzien? Vous aurez besoin d'une matrice 30 fois 10. Ça dépend de comment vous voulez la réorganiser, mais il faut faire attention. Donc, 30 fois 10, mais 10 fois 30. Tardez les poids d'un seul perceptron. Et donc, ce que vous avez fait pour le premier TP, vous allez le reprendre, mais cette fois-ci, 10 fois. Pour chaque perceptron, vous allez appliquer exactement l'algorithme que vous avez déjà programmé pour les 7 LED. Voilà. Donc, ce serait le perceptron monocouche. Maintenant, on en finisse avec la règle d'apprentissage. Alors, l'algorithme qu'on a vu pour la Daline, avec la Daline, donc on peut l'utiliser pour la régression linéaire. Donc, on va la reprendre après. La régression linéaire, elle est utilisée pour la prédiction. Donc, ici, ce qu'on cherche, ce n'est plus de séparer les éléments d'entrée, l'espace d'entrée, mais ce qu'on cherche, c'est de rapprocher au plus les éléments qu'on a. Donc, vous avez des mesures physiques, donc des points, et vous voulez les représenter à l'aide d'une droite qui est le plus proche possible à tous les éléments. Ce qu'on cherche, c'est cette droite. Donc, on cherche la droite qui va représenter au maximum tous les éléments. Comme ça, donc vous pouvez imaginer pour la prédiction. Donc, lorsque je prends un point dans le futur, je le projette sur la droite. Comme ça, j'aurai la prédiction en ce point. C'est clair pour le problème de prédiction et de régression linéaire. Donc, la sortie ici, au contraire du cas de classification, pour le problème de classification, on cherche une classe. Le résultat, c'est une classe. Donc, on cherche à catégoriser les éléments d'entrée. Pour chaque élément d'entrée, on cherche à calculer il appartient à quelle catégorie. Par contre, ici, pour le problème de la régression linéaire, ce qu'on cherche, c'est un réel, c'est une prédiction. Donc, on l'utilise dans plusieurs domaines. Et donc, il se base exactement sur, donc on peut utiliser plusieurs algorithmes pour cette régression linéaire et on peut le faire à l'aide de la Daline. Mais ici, donc le O, donc la Daline qu'on a utilisé, le O, ce n'était pas A.
Donc, le haut, on a amené quand même signe de A et on cherchait à voir est-ce que le signe de A correspond à la classe ou pas. Ici, ce qu'on cherche, c'est exactement de trouver A. Ça veut dire que la sortie du système sera la sommation pondérée des éléments. C'est le A, donc. Et parce qu'on a dit que l'équation de A, elle représente une droite. Donc, c'est W0 plus W1x1 plus W2x2. Donc, ça représente exactement une droite. Donc, on le reverra plus tard avec le perceptron à plusieurs couches. On va le reprendre. Voilà. Et, est-ce que vous vous souvenez du problème du perceptron, du XOR? Le problème de XOR, c'était séparer les points les points 0, 0, point 1, 1, et deux autres points, les Homaya 0, 1, là, 1, 0. Donc, on avait démontré qu'un perceptron simple ne pouvait pas le faire. On a imaginé que imaginez ici, voilà, si je prends les deux droites, si je prends ces deux droites, donc vous voyez que on peut séparer les points qui sont à l'intérieur, les points qui sont à l'extérieur. C'est ce qu'on va faire. Donc ici, on doit superposer deux perceptrons. Et donc, pour ce faire, on va prendre un perceptron qui contient deux entrées, parce qu'on a x1, x2, donc toujours le même problème. Et on va prendre deux neurones ici. Voilà. Là. Et un neurone de sortie ici. D'accord? Donc, là, j'aurai x1. J'aurai x1. Ici, j'aurai x2. 2. Ici, donc, ça va être le troisième neurone. 3. Ici, quatrième. Quatrième. Ici, cinquième. Donc, les deux entrées, bien évidemment, sont liées de neurones. Donc, هذا le seuil, les deux neurones.
هذا le second dernier neurone. Donc ici, vous avez x0 égale à 1. 1. Ici, vous avez l'entrée 1. C'est bon? Ça va ici, c'est bon? Donc, on a deux entrées. On a le neurone 3, le neurone 4, le neurone 5. Le neurone 3 et le neurone 4, le neurone 5 vont faire exactement le même calcul que le perceptron qu'on a déjà vu. D'accord? Vous allez faire le calcul avec des poids. Donc, pour le poids 0,3, je prends égal à moins 1,5. Moins 1,5. 3, 0, on prend égal à moins 0,5. Voilà. Et puis, donc, 1,3, W 1,3 égale à 1. Et c'est égal à W 1,4 qui est égal à W 2,4 qui est égal à W 2,3. Voilà. Avec W3,5 et 3,5 égale à moins 2. 4,5 est égal à 1. Et W 0,5 est égal à moins 0,5. Pour les entrées x0, x1, x2, comme d'habitude, donc 1, 1, 1. Vous allez calculer à 3, à 4. On calcule à 3, suivi par O3, suivi par 4, suivi par O4, suivi par A5, suivi par O5. Voilà. Quoi est égal à 3. Vous avez noté les poids, vous avez compris la configuration? Madame. Madame, Oui. je n'ai pas compris comment juste quelques poids seront modifiés et les autres non. Ah, on ne va pas modifier les poids. On ne va rien modifier ici. Vous allez juste calculer la sortie de ce réseau avec les entrées du XOR. Ah, ok. Est-ce que vous avez compris l'architecture déjà? Donc, on a ici l'entrée 1, l'entrée 2, l'entrée, les seuils, les W0. Donc, ici, c'est W03, ici, W04, ici, c'est W05. Ici, c'est W13, W14, W23, W24. Ici, W35, ici, W45. Le neurone 3 va calculer sa sortie 3. Le neurone 4 va calculer sa sortie 4. Et pour le neurone 5, c'est un peu spécial, parce que ce qu'on a déjà vu. Donc, les entrées du neurone 5 seront respectivement les sorties des neurones 3 et 4. Les sorties des neurones 3 et 4 deviendront les entrées du neurone 5. Donc, pour calculer A5, on va multiplier le poids 3, 5 par O3. Et on lui ajoutera le poids W4,5 multiplié O4. Plus W05. C'est clair?
Bon? Oui? C'est bon, madame. Oui, madame. Oui, madame, c'est clair. OK. Donc maintenant, on essaiera de calculer le A3. Donc vous faites le calcul pour cette entrée. Donc A3 finalement, à quoi est égal? Donc on a x0 égale à 1. À quoi est égal? 0,5. Oui. 3 égale à 0,5. Par conséquent, le 3 à quoi est égal? À 1. À 1. Donc O3 égale à 1. Maintenant, A4. A4, donc ça va être moins 0,5. D'accord? Plus W1, 4. Donc plus 1 et plus 1 ici. Donc ça nous fait combien? 1,5. 1,5. Et donc le O4 à quoi est égal? À 1. À 1. Voilà. Maintenant, le O5, ici c'est 1. Le A5. Le A5, ce qu'on a dit. Donc, le A5, on a les entrées dialogues ou O3 et E4. Donc ce qu'on va multiplier par les poids 3, 5 ou les poids 4, 5, et on va les multiplier par 3 et O4. Les sorties des neurones précédentes deviennent les entrées des neurones en aval. Donc, A5 à quoi est égal? À 2. LH. Ça sera O3 fois 1 plus O4 fois O0. Là, ma chiffre 3 multiplié par A3 par O3. là, c'est O3 et multiplie 3, 5. Multiplie le poids 3, 5. Ah, d'accord. D'accord. 2,6, madame? Quel? 2,6. Non. Alors, c'est, donc, on a c'est O3, qui est 1, qui multiplie moins 2, plus O4, qui est 1, qui multiplie par 1, ça nous fait combien? Moins 1. Moins 1, et plus 0,5. Le poids 0,5 multiplie 1. Donc, c'est plus le poids 0,5. Ça nous fait Moins combien? 1,5. Voilà, moins 1,5. Et donc, le O5 à quoi est égal? 0. 0. Maintenant, si on prend la deuxième entrée, voilà, donc 5, ça nous fait, c'est moins 0,5. Ça veut dire que O3 à quoi est égal? À 0. 3 à 0. 4, c'est 0,5. Donc, O4 à quoi est égal? À 1. 1. Alors, O5, c'est 0,5. Donc, O5, c'est 1. Voilà, donc la deuxième entrée, c'est 1, 0. Alors, moins 0,5 toujours pour le A3, donc 0 pour le O3 et 0,5 pour le A4 et donc le 1 pour le O4, 0,5 pour le O5 et donc c'est 1 pour le O5. Maintenant, la dernière entrée, c'est moins 1,5, donc le O3 c'est 0, le O4 c'est moins 0,5 et donc le O4 c'est 0, O5 c'est moins 0,5, donc le O5 c'est 0. Donc ici, si vous, donc vous fixez juste la dernière colonne. Vous fixez la dernière colonne, on a le x1, x2. La dernière colonne, et vous regardez uniquement x1, x2. Donc voilà, la dernière colonne. La dernière colonne, c'est la sortie du réseau. Ou x1, x2, vous m'avez dit. Vous remarquez?
Ça correspond exactement à XOR. XOR. Ou si vous regardez le O3 مع le O4, donc O3 هو هذا. Ça correspond à le O3, c'est Le A, T. Et le O4, le O. le O. D'accord? Donc, c'est comme si on avait associé le E à le O. Je vous l'image de tout à l'heure. De la droite correspond à quoi? À droite, c'est quelle fonction logique? Le O. Le O logique. C'est là, c'est le A. E, parce qu'elle a séparé un les autres points. Donc, on a l'association de ces deux perceptrons, il y a le E ou il y a le O, qui donne le XOR. Parce qu'il fallait en fait séparer ces deux points des deux autres. Donc là, on voit bien que la limitation du perceptron simple a été levée en superposant plusieurs perceptrons. Donc, la résolution a été trouvée pour très longtemps parce qu'on avait vu la dernière fois que donc vers la fin des années 70, donc les deux chercheurs, Minsky et Porte, ont publié un article qui démontre la limitation du perceptron. Après cette limitation qui a été démontrée, donc on a pu voir que effectivement, si je suppose plusieurs perceptrons, je peux résoudre des problèmes non linéairement séparables. Le cas de XOR ici. Mais le problème qui restait sans solution pour très longtemps, c'était comment faire apprendre quel est l'algorithme d'apprentissage qu'on va utiliser avec ce type de réseau. Pourquoi je ne peux pas appliquer l'algorithme du perceptron? Et pourquoi je ne peux pas utiliser l'algorithme du perceptron déjà vu? Parce que le problème n'est pas linéairement séparable. Oui, parce que le problème est non linéairement séparable. Et quoi encore? Exactement pourquoi? Alors, vous pouvez me rappeler la règle d'apprentissage? Comment je modifie les poids? Comment je modifie les poids? Là. Je vous dis directement. Alors, pour la couche de sortie, pour le cinquième neurone, le cinquième neurone, je peux utiliser la règle sans problème. Tous les données sont, on les a, donc on a la sortie calculée, on a la sortie désirée, etc. Maintenant, pour le neurone 3 et le neurone 4, est-ce que je peux appliquer cette règle? Madame, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le D du neurone 3 et du neurone 4? Exactement. Oui, exactement. Donc, pour le neurone 3 et le neurone 4, on n'a plus la sortie désirée, qui sont cachés. On ne les voit pas et on en a la moindre idée sur la sortie qu'ils doivent donner. Tout ce qu'on sait, c'est la sortie du système, la sortie générale du système. Et ici, la règle du perceptron ne peut pas être appliquée. C'est pour cette raison que la règle du perceptron ne peut
être appliquée. Et donc, jusqu'aux années 80, donc même les années 69, on a démontré les limites, et puis jusqu'aux années, au début des années 80, donc 84 exactement, plusieurs chercheurs à travers le monde, donc dans plusieurs laboratoires, que ce soit aux États-Unis ou là en France, Ramlhart et Werbos, donc on a pu trouver la même règle. Et donc la règle se base finalement la même méthode de la descente du gradient. Donc, en utilisant toujours la méthode du gradient, on a pu démontrer que on peut appliquer l'algorithme d'apprentissage. Alors, je vais juste chercher la présentation donc, du perceptron multicouche. Donc, excusez-moi juste pour une minute. J'ai oublié de... En attendant que je trouve la présentation, donc déjà on définit le réseau. Donc on a dit que l'algorithme d'apprentissage se base sur la méthode de la descente du gradient. Et donc l'architecture qu'on va prendre, c'est exactement comme l'exemple. Donc sur l'exemple, on avait une seule couche cachée des neurones avec une couche de sortie. Donc, pour l'entrée, donc on a une couche d'entrée, ça dépend de la nature du problème. Donc, il va représenter les données du problème. Et puis, on a la couche, donc des couches cachées. Et ces couches cachées, donc, on en a de 1 jusqu'à Q, par exemple. Et on aura une couche de sortie. Une couche de sortie, donc, qui contiendra, donc, ça dépend de la nature de problème aussi. Donc, la couche d'entrée et la couche de sortie, le nombre de neurones dépend de la nature du problème. Pour le nombre de couches cachées, ça dépend de la complexité du problème. Alors, j'ai trouvé une couche. J'espère que ça va. Ouais, je ne sais même plus peut-être depuis l'année. Okay. Voilà, on présente aussi l'intégralité. Et voilà, je m'excuse donc pour ceci.
Voilà. Voilà. Donc, on aura donc des couches C0 حتى CQ. La couche C0, c'est pour représenter les entrées. La couche CQ pour les sorties. Et de C1 jusqu'à CQ-1, ce seront des couches cachées. Voilà, donc les entrées de la couche CU, ce sont les sorties de la couche CI-1. Et au sein de la même couche, il n'y a pas de lien. Donc, les neurones du même couche ne sont pas liés entre eux. Voilà. Maintenant, pour utiliser donc cette architecture, on a dit qu'on va utiliser la méthode de la descente du gradient pour trouver les poids. Voilà, donc on l'appelle l'algorithme de la rétropropagation du gradient. Donc voilà, et donc cet algorithme, donc on va pas utiliser, donc pour pouvoir utiliser toujours la méthode de la descente du gradient, donc on ne va plus utiliser le neurone utilisé pour le perceptron, mais cette fois-ci, ça va être un neurone qui utilise une fonction donc qui est vraiment une approximation de cette fonction de Heaviside qu'on a déjà vue. Ici, donc, c'est une approximation. Et donc, voilà la fonction de sortie qu'on va utiliser. Là, sigma de x est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de moins kx. Et la représentation graphique de cette fonction, c'est celle-là. Donc, vous voyez, elle est continue et donc entre dans l'intervalle 0,1. Donc, il a les sorties d'ILH dans l'intervalle 0,1. Voilà. Donc, nous, on va travailler avec la fonction sigmoïde avec k égale à 1. Ça nous ferait sigma de x qui sera égal à 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Voilà quelques notations, parce que si vous avez une architecture quand même qui est assez grande, donc on aura besoin de quelques notations. Donc, chaque neurone a un indice. La cellule de sortie, donc on suppose qu'ils contiennent des cellules. Voilà, donc la couche CI. CI, on a travaillé avec DI. Que le cours ancienne version. Donc ici, pour nous, c'est DI. Donc CI est l'indice d'une cellule de sortie. Donc DI est la sortie attendue pour cette cellule sur une entrée X. Donc, pour chaque X, on aurait une sortie D. Et pour la cellule I, ce serait DI. Alors, WIJ, c'est entre la cellule J et la cellule I. Ça veut dire que les deux cellules sont sur, oui, est-ce qu'ils sont sur la même couche? Donc, J et cellule IJ, on a sur la même couche, on n'a pas de lien. Donc, il n'y a pas de poids. Sur la même couche, il n'y a pas de poids. Puisqu'on a dit qu'il y a un lien entre la cellule J vers la cellule I, donc on va l'appeler WIJ, ça veut dire que la cellule J est dans une couche et la cellule I est dans la couche suivante. C'est clair ici? La cellule J est sur une couche et voilà. Donc J, c'est ici et le I, c'est sur cette couche. Donc J, I. Oméga IJ entre les deux cellules. Voilà, donc successif. XIJ,
l'entrée associée au lien entre la cellule J vers la cellule I. C'est l'entrée de la cellule I, XIJ. C'est la cellule qu'envoie la cellule J vers la cellule I. Près de I, ça serait l'ensemble des cellules. Près de I, donc, ce sont toutes les cellules qui envoient leur sortie vers la cellule I. Près de I, c'est l'ensemble des cellules qui envoient leur sortie vers la cellule I. YI, c'est l'entrée totale de chacune cellule I. Ça va être tout simplement la somme pondérée de ces entrées. On a l'entrée, il y a XIJ, c'est l'entrée associée à la cellule I. Hein? Donc, XIJ, c'est l'entrée associée à la cellule I. On a pour une cellule I, le A dialha, YI, c'est la sommation sur toutes les cellules qui lui envoient des sorties, WIJ fois XIJ. C'est clair? Oui, madame, c'est clair. Et donc, chaque sortie, oui, qu'est-ce qu'elle va faire de ces données, de ces entrées, de ce YI? Chaque sortie, il va appliquer la fonction de transfert. N'oubliez pas qu'ici, la fonction de transfert a été modifiée. Donc, on n'utilise plus le neurone artificiel qu'on a utilisé avec le perceptron. Ici, la fonction de transfert a été modifiée, donc en utilisant la fonction sigmoïde. Donc, chaque cellule ou chaque neurone I va calculer la sommation de ses entrées pondérées. Et pour calculer sa sortie, il va appliquer la sigmoïde. OI égale la sigma de YI. Maintenant, successeur de I, c'est toutes les cellules pour lesquelles la sortie de I devient une entrée. Toutes les cellules pour lesquelles la sortie de I devient une entrée. C'est successeur de I. C'est clair pour ces notations parce qu'on va les utiliser tout à l'heure. Diane, pour les entrées? Oui, madame. Pour les notations, pardon, pas les entrées. Voilà. Alors, oui, donc, on a une image d'elle. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est forward activity. Donc, input pattern, l'ensemble des entrées, l'ensemble de neurones cachés et l'ensemble de neurones qui se trouvent sur la couche de sortie. Alors, on présente une entrée sur cette couche d'entrée. D'accord. Chaque neurone, donc de la couche cachée, à partir de la première couche, C1, jusqu'à la couche CQ-1, donc toutes les couches cachées, chaque neurone d'une couche cachée va calculer la somme pondérée de ses entrées, il va lui appliquer la fonction de transfert sigmoïde et il engendra une sortie. La sortie de ce neurone va l'envoyer à tous les neurones de la couche suivante. Le neurone va faire de même, il va calculer sa sortie, il va envoyer à tous les neurones de la couche suivante. Chaque neurone donc va calculer idéal. Donc on a OIA qui va devenir ici l'entrée de ce neurone. C'est ainsi de suite jusqu'à ce que on arrive à la couche de sortie. Et donc, la sortie de chaque neurone de sortie va nous donner l'OI du système. C'est celle qu'on va comparer avec DI. Voilà. Maintenant, pour calculer
les poids pour calculer comment je vais corriger les poids. Donc, on va le faire de la même façon qu'on l'a fait pour la daline. On va calculer la somme. Si je vais pas malheureusement vous donner les calculs ici, là, je ne sais pas. Normalement, je le fais au tableau. Donc, c'est toujours la même méthode de la daline et donc le E qui est égal à 1 demi la sommation de DI moins OI. Si je prends l'erreur par rapport à une sortie, par rapport à une entrée donnée, l'erreur par rapport à une entrée donnée, EL, ça va être 1 demi, 1 demi, 1 demi, qui multiplie, 1 demi qui multiplie DI, L, moins OL, le tout au carré. Voilà. Donc, je mets au carré. Là. Là. 21. 10. Voilà, donc sur chaque cellule de sortie, donc on aura chaque cellule de sortie, l'erreur est égale à 1 demi DL moins OL au carré. Donc DL, c'est la sortie désirée pour cette cellule de sortie. OL est la sortie calculée sur cette cellule de sortie. Voilà, donc si on essaye de faire le calcul, ça reviendrait exactement donc de la même façon qu'on l'a fait pour la daline. Donc j'aurais besoin de calculer quoi en fait? Oui, WJ égale à WJ, oui. Donc moins le epsilon moins epsilon qui multiplie la dérivée de E sur dWij. Le principe de la méthode du gradient, c'est toujours pareil. Donc, on cherche à calculer ou à construire la suite on cherche à calculer la suite qui converge vers le minimum de l'erreur. Donc, on cherche à minimiser toujours l'erreur quadratique sur toute la base. Et donc, le principe, c'est de trouver, de construire une suite qui converge vers le minimum de l'erreur quadratique. Chaque cellule va calculer son erreur qu'elle a commise et on veut calculer donc la dérivée par rapport à D2W. Peut-être la prochaine fois, je vais vous montrer un peu les calculs, mais pour le moment, donc c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut noter ici, donc, c'est que la dérivée par rapport à WIJ, donc on va la décomposer en la dérivée par rapport à YI. Donc on peut dériver par rapport à YI. D'accord? YI à quoi est égal? YI à quoi est égal?
à sigma WIJ Voilà, oui. fois XIJ. Donc, YI, c'est sommation sur WIJ, XIJ. Donc, si je dérive par rapport à WIJ, qu'est-ce que je vais obtenir? Qu'est-ce qui restera? Si je dérive par rapport, donc si je dérive, on a la dérivée par rapport à la dérivée de E par rapport à, je ne sais pas ce que je peux écrire ici, donc ici, ce qu'on cherche, c'est D de E par rapport à D de W, J, de E, donc par rapport à D de W et J. On va utiliser donc le problème mathématique que vous connaissez. Si je veux dériver par rapport à D de W et J, je peux dériver par rapport à Y et J. Je peux calculer la dérivée de E. Je peux calculer la dérivée de E. Alors, la souris est coincée. Dérivée de E par rapport à Y, J, par rapport à Y et J, et multiplie, je veux décomposer la dérivée, et multiplie la dérivée de Y et J sur La dérivée de WIJ. de W et J. Voilà. Si je veux calculer la dérivée de E par rapport à W et J, donc on calcule par rapport à Y et J. On calcule par rapport, je dérive par rapport à W et J, donc c'est IJ ici. YI. C'est YI en fait. YI. Parce qu'en fait, l'erreur commise, c'est à travers les YI qu'on calcule. À travers les YI qu'on calcule. Donc, D2E sur D2W et J, c'est D2E sur D2YI multiplie D de YI sur D de W et J. Maintenant, D de YI sur D de W et J, quoi est égal? Donc, YI, XIG. très bien, très bien. Donc, c'est XIJ. C'est XIJ. Et donc, ici, on aura tout simplement est égal à XIJ qui multiplie D de E par rapport à Y. XIJ, XIJ, voilà, et multiplie. Donc, tout ce qui reste à calculer, c'est D de E par rapport à YI. D de E par rapport à Y. Voilà, donc c'est X et J, et ce qui reste à calculer, c'est D de E par rapport à YI. Alors, pour le calcul de D de E par rapport à YI, on va faire la différence entre est-ce que je suis sur la couche de sortie ou sur la couche cachée. Pour la couche de sortie, donc directement, D de E sur D de YI est égal à D de E, toujours la même technique. Donc, on va dériver par rapport à OI. On multiplie par la dérivée de OI par rapport à YI. De OI sur D de YI à quoi est égal? C'est plutôt de OI sur D de YI, ça va être tout simplement sigma prime, parce que OI est égal à sigma de YI. Voilà, OI, OI égale à sigma de YI.
Donc, si je dérive OI par rapport à YI, ça nous fait tout simplement sigma prime de YI. D'accord? Bien évidemment, avec sigma qui est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Alors, la dérivée de sigma, c'est tout simplement sigma de YI qui multiplie 1 moins sigma de YI. Donc, la dérivée, sigma prime de YI, c'est tout simplement, donc, est égal à, alors on était là, sigma prime de YI, donc on a égal à sigma de YI facteur de 1 moins sigma de YI. Ça veut dire à quoi est égal? Et je remplace. Ça veut dire que sigma prime de YI est égal à OI facteur de 1 moins OI. D'accord? Donc ici, si je reviens ici, on calcule, donc la première étape consiste à calculer la sortie pour chaque cellule de la couche de sortie. On calcule la sortie donc pour chaque cellule. Alors, où est-ce que je peux calculer l'erreur directement? Où est-ce que je peux calculer l'erreur directement? C'est sûr? Oui. Donc, l'erreur commise, où est-ce que je peux la calculer directement? C'est sur quelle couche? Sur la couche de sortie. Voilà. Sur la couche de sortie, je peux directement calculer la sortie parce que j'ai et la sortie calculée et la sortie désirée. Donc, on calcule tout d'abord l'erreur sur la couche de sortie et on la rétropropage vers les couches cachées. Donc, la couche de sortie va envoyer l'erreur commise vers la première couche qui est juste avant, ça veut dire la dernière couche cachée. Et la dernière couche cachée va calculer son erreur ou une estimation d'erreur. Il va elle aussi envoyer la couche précédente et ainsi de suite. Donc, le déroulement de cet algorithme se fait de la façon suivante. Donc, on présente l'entrée. Chaque cellule cachée calcule sa sortie et l'envoie vers toutes les cellules de la couche suivante. Chaque cellule cachée va calculer sa sortie. La sortie devient l'entrée pour les cellules de la couche suivante. Donc ici, si je prends la cellule I ici, je prends la cellule I ici, près de I, où est-ce qu'il est près de I? Il contient combien de cellules? Et je prends ici la cellule I sur cette couche, près de I représente les cellules HED. On a dit que près de I, ce sont les cellules qui envoient leur sortie à la cellule I. Je prends ici la cellule I. Donc, les cellules qui lui envoient leur sortie, c'est celle-là et celle-là. Près de I, ce serait ces deux cellules. D'accord? Maintenant, si je prends la cellule I, c'est celle-là, successeur de I, il y a combien de successeurs de I? 3 successeurs. Voilà, 3 successeurs. Donc, l'ensemble qu'on a vu tout à l'heure, successeur de I, c'est ces 3 cellules. Donc, la première étape consiste à calculer l'activité. Donc, c'est ce qu'on appelle forward activity. Donc, et dans cette étape, l'information
se propage de la couche d'entrée vers la couche de sortie. Deuxième étape, c'est backward error, rétropropager l'erreur. Rétropropager l'erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc là, on a dit que la première couche qui peut calculer son erreur, c'est la couche de sortie. Il va rétropropager son erreur vers la couche cachée. Cette couche cachée va rétropropager vers la couche cachée précédente et ainsi de suite. Ainsi, on aura chaque cellule a sa propre erreur avant d'accéder donc aux corrections de poids. Et donc, l'algorithme, voilà, deux étapes majeures. Donc, la première, c'est la propagation d'informations, c'est la propagation de l'information. Donc, on l'appelle propagation directe ou la forward activity. Donc, on présente l'entrée X, on calcule les YI et les OI pour chaque cellule et on calcule les delta I. Les delta I correspondent aux erreurs, à l'estimation de l'erreur. Donc, tout simplement, le delta I, c'est moins D de E sur D de YI. C'est moins D de E sur D de YI. Donc, c'est ce qu'on appelle delta I, moins D de I, de E, pardon, sur D de YI. La deuxième étape, c'est la rétropropagation. Donc, on l'appelle rétropropagation de l'erreur. Donc, rétropropagation et calcul des delta I. Donc, ici, on calcule uniquement pour la couche de sortie et on les fait rétropropager vers les couches cachées. Donc, on calcule les delta I pour les couches cachées et on met à jour tous les poids, donc les poids de la couche de sortie et de la couche et des couches cachées. Donc, tous les poids, on met à jour tous les poids. Et on recommence avec les deux étapes, propagation directe et la rétropropagation de l'erreur. Ce qui vous donne l'algorithme suivant. Donc, on calcule, on prend, on initialise comme d'habitude. Donc, la première étape, c'est toujours pareil. On initialise aléatoirement dans l'intervalle moins 0,5, 0,5 tous les poids de notre... bien évidemment, il faut d'abord fixer le nombre d'entrées, le nombre de XI, le nombre de sorties, ça veut dire le P, j'ai combien de cellules sur la couche de sortie, et on va prendre combien de couches cachées. Donc, il y a deux les paramètres qu'il faut fixer à l'avance. Donc, c'est le Q, pour savoir combien de couches cachées, et la dimension de X, pour savoir on a combien de cellules sur la couche d'entrée, et la dimension de D va nous indiquer combien de couches sur la cellule de sortie. Ici, pour toute cellule de sortie, ça veut dire c'est exactement la dimension de D. On prend un exemple quelconque de la base d'apprentissage S, X, avec sa sortie désirée D. On calcule le O. Donc, le O, bien évidemment, calculer ici la sortie de O, ça devient quoi? C'est le forward activity. Forward activity, et donc, il faut calculer la sortie en commençant par la première couche cachée. Donc, je calcule la sortie de la première couche cachée, qui devient l'entrée de la deuxième couche cachée, va lui permettre de calculer sa propre sortie et qu'il enverra à la couche suivante et ainsi de suite jusqu'à arriver à la couche de sortie. Donc, chaque couche va calculer la sortie d'ILA et O, donc, on a dit c'est sigma de Y. Maintenant, pour la couche de sortie, on va calculer l'estimation de l'erreur.
Donc, on a dit tout à l'heure que c'est donc c'est D de E sur D de Y. D'accord. Donc, sigma prime de YI multiplie DI moins OI. Sigma prime de YI, on a dit c'est OI fois 1 moins OI. Donc, c'est là. Sigma prime. Donc, ici, la sigma prime. Sigma prime. Sigma prime de YI, donc, est égal à sigma I fois 1 moins sigma YI. Donc, c'est sigma de YI, c'est OI. C'est OI fois 1 moins OI. Voilà. Voilà. Donc, ici, c'est sigma prime de YI qui multiplie DI moins OI. Elle dit l'erreur sur la couche de sortie. Maintenant, pour chaque couche cachée, donc la dernière, on a dit c'est la rétropropagation. Donc, on va commencer par la dernière couche cachée jusqu'à arriver à la première couche cachée. Donc, c'est 0 qu'on a, c'est la couche d'entrée. Donc, on va parcourir les couches à partir de la couche de sortie vers la couche, la première couche cachée. Donc, on calcule l'erreur sur la couche de sortie. Cette erreur sera utilisée par la couche Q-1 pour calculer son propre erreur. Voilà, donc on va calculer pour chaque couche, on va parcourir toutes les cellules qui se trouvent sur cette couche. Pour chaque couche, je parcours toutes les cellules qui se trouvent sur cette couche. Et on calcule les delta I. Donc, delta I, ils vont utiliser l'erreur de la couche suivante. Ici, la sommation sur la couche suivante, sur successeur de I. La cellule I de la couche Q-1 calcule son erreur. Elle va utiliser delta K de la couche suivante. Et que je multiplie donc par le poids qui les lie. Donc ici, la couche cachée, pour qu'elle puisse calculer son erreur, elle va utiliser l'erreur de cette couche. Donc, chaque cellule de cette couche va lui envoyer son erreur. Et donc, la cellule va calculer la sommation pondérée de ces erreurs par les poids correspondants. Par les poids correspondants. Donc, c'est la cellule I, et ici, c'est la cellule K. Donc, WKI que je multiplie par delta K de cette cellule. Bien, c'est bon? Delta K que je multiplie par WKI. Je remplace ici sigma prime de YI par sa formule et on a que je multiplie toujours sur la sommation. Voilà. Donc, une fois les delta I sont calculés, on va modifier les poids. Donc, on va modifier les poids de cette façon. Donc, WIJ égale à WIJ plus epsilon qui multiplie delta I XIJ. Donc, ici, c'est pour n'importe quelle couche. Pour n'importe quelle couche. Ça va être WIJ. Donc, ici, pour le début, notez delta I XIJ. Donc, voilà son origine. Parce que WI égale à WIJ moins epsilon multiplie D de E sur D de WIJ. D de E sur D de WIJ, on a dit que c'est D de E sur D de YI qui multiplie D de YI sur D de WIJ. Et on a dit c'est XIJ. Donc c'est XIJ qui multiplie D de E sur D de YI. XIJ
multiplie D de E sur D de YI. C'est ce qu'on retrouve ici. Voilà le XIJ. Et delta I, on a dit tout à l'heure que c'est moins de E sur de Y. Moins de E sur de Y. Et c'est pourquoi vous avez le plus ici. Donc, moins de E sur de Y. Et donc, vous avez le plus ici. Voilà. Donc, si on résume les deux étapes, oui, maintenant, je vous écoute pour le résumé des deux étapes. Forward activity, elle consiste en quoi? Oui? Alors, forward activity, est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Je me demande, Oui, madame. je me demande si les autres étudiants sont toujours là. ما كاينش غير لي بيسي ديالهم معنا. Voilà, oui. Alors, donc, ce que j'ai oublié de mentionner avant, c'est que les réseaux multicouches sont à la base de ce qu'on appelle actuellement deep learning. Les réseaux multicouches, les perceptrons multicouches, donc, sont à la base de deep learning. Donc, ce sont des modèles très intéressants. Donc, on a l'apprentissage consiste en deux étapes. Forward activity, c'est exactement comme on l'a déjà vu. Donc, chaque neurone va calculer la sommation pondérée de ses entrées. Il va appliquer la fonction de transfert. Donc, ce qui est nouveau ici, c'est que la fonction de transfert, ce n'est plus une fonction à seuil, mais c'est une fonction sigmoïde. Il y a la fonction de transfert maintenant. Donc, sigmoïde, donc 1 sur exponentielle de moins x. 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Et donc, chaque cellule va calculer sigma de ses entrées pondérées jusqu'à arriver ici pour avoir les OI de la couche de sortie. Donc, ces OI, on va les utiliser pour calculer la sortie, les delta I sur la couche de sortie. Donc, les OI au Mahado. Donc, les OI, la sortie de la couche, les cellules de la couche de sortie. Donc, les sorties d'ILHOM OI, on les utilise directement parce qu'on a DI à la sortie désirée. Donc, on calcule la sortie obtenue à la sortie désirée et on calcule l'estimation d'erreur commise par chaque cellule. Donc, on a dit que cette estimation d'erreur calculée pour chaque cellule de sortie est rétropropagée vers les couches cachées. Donc, chaque couche cachée va envoyer son erreur vers la couche précédente. La couche précédente va calculer son propre erreur. Donc, l'erreur a dit la cellule غتعطيها الدلتا ديالها هذه تعطيها الدلتا هذه تعطيها الدلتا. Cette cellule va calculer sommation pondérée de ses erreurs. Elle va multiplier par le delta ديالها. Sigma P multiplie donc la sommation delta K WKI. Une fois on a les delta pour la couche cachée et la couche de sortie, donc vous voyez ici Q-1 vers 1, ça veut dire que chaque couche va envoyer l'erreur d'ILHA pour l'erreur précédente. Là, on va partir la couche suivante. Voilà. Et la formule reste toujours la même, la DALI. Alors, pour cet algorithme, donc, vous avez deux façons de l'exécuter ou de l'appliquer. Mais avant, on va parler de le test d'arrêt. Pour le test d'arrêt, vous avez 4 points pour le test d'arrêt.
Vous pouvez, par exemple, calculer les sommations des deltas, et donc jusqu'à ce que cette somme dépasse un certain seuil, devient inférieure à un seuil fixe. Ça veut dire l'erreur qu'on tolère. Ou bien, donc on peut combiner les 4 critères. Pour l'arrêt, on peut combiner les 4 critères. Le deuxième critère, c'est le nombre d'itérations maximales à ne pas dépasser. Troisième, alors là, on introduit un ensemble de validations. Donc on le verra tout à l'heure, on l'expliquera tout à l'heure. Sinon, déjà, on le fixe. Donc, un jeu de validation. Et donc, jusqu'à ce que l'erreur sur ce jeu de validation, sur cet ensemble de validation, soit inférieure à un fixe, un seuil donné. Donc, on le verra tout à l'heure, comment on va choisir pourquoi déjà. Donc, c'est ce qu'on appelle validation croisée. Et puis, là, jusqu'à ce que l'erreur ne modifie pas, donc ne soit pas modifiée, jusqu'à ce que l'erreur se stabilise. Une fois l'erreur se stabilise, donc on peut arrêter. Donc les poids, on les prend aléatoires et on les prend petits. Pour ce qui est de epsilon, donc toujours on a les mêmes problèmes pour le choix de epsilon. Et là, vous avez une méthode entre les deux. On peut ne pas fixer le epsilon dès le départ, mais on peut le prendre comme étant une fonction du temps qui diminue, donc décroissante, une fonction décroissante. Comme ça, on peut prendre epsilon qui est égal à 1 sur le numéro de l'époque ou de la période, la puissance C. Ça veut dire que initialement on peut prendre epsilon qui est assez grand pour que on puisse permettre au poids d'être modifié, mais au fil du temps, chaque fois que le temps avance, le epsilon devient petit. Voilà, ici donc les deux façons avec lesquelles on peut appliquer cet algorithme de rétropropagation. Donc, on peut le lancer en batch. Ça veut dire que l'erreur et la mise à jour est faite après la présentation de tous les exemples. On met à jour les poids. Sinon, online ou la séquentielle, on met à jour les poids après chaque passage. Donc, c'est ce qu'on va faire nous. On va le faire de façon séquentielle. Ça veut dire que la mise à jour des poids est faite après chaque passage d'une entrée ou d'un exemple. Lorsque je prends un exemple de la base d'apprentissage, je le fais passer, je calcule la sortie et je calcule l'erreur et je mets à jour les poids. Sinon, pour la méthode batch, je fais passer toute la base d'apprentissage. Après, je calcule l'erreur et après, je mets à jour les poids. Donc, il y a des deux façons pour qu'on puisse calculer ou mettre à jour les poids. Si vous avez une variante de cet algorithme de rétropropagation, et on l'appelle donc rétropropagation avec momentum. Rétropropagation avec momentum. Là, on l'appelle moment. Alors, pour appliquer cet algorithme, exactement pareil que pour l'algorithme précédent de rétropropagation du gradient, c'est exactement la même, sauf que ici, on ajoute un coefficient. Voilà. Donc, voilà la différence. Donc, tout à l'heure, quand on a delta WIJ est égal à epsilon delta IXIJ, maintenant, on ajoute un coefficient. Alors, ce coefficient, c'est tout simplement une proportion de la correction précédente. Je tournais D-1. Une proportion
de la correction qui a été faite à T-1. Le alpha, donc, il appartient à l'intervalle 0,1. En général, on le prend égal à 0,95. Donc, Hadi, c'est une variante de... Alors, pour revenir, le validation croisée, voilà pourquoi on peut la prendre. Donc, ici, on a une nouvelle, une notation JDIDA. C'est ce qu'on appelle un surapprentissage. Alors, ça veut dire quoi, un surapprentissage? C'est que lorsque je suis sur la base d'apprentissage, l'erreur est très, très faible. Par contre, une fois je sors de cette base d'apprentissage, on a un fonctionnement qui n'est pas prévu pour le système. La base d'apprentissage est parfaitement apprise, mais la généralisation est faible. Ce que j'appelle généralisation, c'est lorsqu'on présente des éléments qui ne sont pas vus lors de l'apprentissage. Généralisation, ce critère, donc c'est une propriété très, très intéressante pour chaque algorithme d'apprentissage. Il faut avoir une qualité de généralisation très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais présenter des éléments qui n'étaient pas dans la base d'apprentissage, ça veut dire que le système n'a pas vu lors de la phase d'apprentissage, il doit donner de bons résultats. D'ailleurs, c'est ce qu'on cherche, c'est l'objectif. Donc, elle dit qu'on a la capacité de généralisation. Pour le surapprentissage, ça veut dire qu'on a une faible généralisation. Pour le surapprentissage, c'est une faible généralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis sur la base d'apprentissage, le comportement est parfait. Par contre, une fois que je sors de cette base, vous avez des résultats qui ne sont pas très bons. Voilà. Donc, le surapprentissage ou l'apprentissage par cœur, quelquefois, vous pouvez trouver le nom apprentissage par cœur. C'est que, regardez, si je prends par exemple ici, les points qui sont dans la base d'apprentissage. Les points dans la base d'apprentissage. D'accord? Alors, ce qu'on veut trouver, c'est le rouge. Le modèle qu'on veut trouver, c'est le rouge. Le modèle bleu, c'est le modèle calculé. C'est le modèle calculé. Alors, l'erreur sur la base d'apprentissage, à quoi est égal? Donc, le modèle cherché, c'est le rouge. Le modèle calculé, c'est le bleu. Les points ici, c'est les X qui appartiennent à la base d'apprentissage. Donc, l'erreur sur la base d'apprentissage, à quoi est égal? Oui? Erreur sur la base d'apprentissage? Madame, Oui? normalement, la différence entre la courbe obtenue et le... Oui, exactement. Et donc, ici, c'est 0. Parce que regardez, les points de la base, les deux modèles coïncident. Les deux modèles coïncident. Tous les points de la base d'apprentissage. D'accord? Sur tous les points de la base d'apprentissage, on a les deux modèles qui coïncident. Par contre, ce qu'on veut, nous, c'est le modèle rouge. Donc ici, on dit que c'est un apprentissage par cœur. Là, c'est un surapprentissage. Parce que une fois que je sors de la base d'apprentissage, on a le comportement qui est très loin de ce qu'on veut trouver. Mais sur la base d'apprentissage, l'apprentissage a été bien fait. Donc, pour résoudre ce problème, on utilise une technique qu'on appelle validation croisée. Qu'est-ce que j'appelle validation croisée? C'est qu'on n'aura pas seulement deux bases, ça veut dire une base d'apprentissage, une base de test, mais on découpe cette fois-ci l'ensemble de données qu'on a en trois ensembles.
un ensemble qui va nous servir pour l'apprentissage. Donc, celui-là l'ensemble d'apprentissage ou la base d'apprentissage va nous servir pour calculer les poids, corriger les poids. L'ensemble de validation, donc, va nous permettre de calculer l'erreur. Et dernièrement, un ensemble de tests. Donc, l'ensemble de tests, c'est pour le calcul de la performance du système après apprentissage. À la fin de l'apprentissage, donc l'ensemble de tests, vous allez découper l'ensemble de données en 3 ensembles. Ensemble d'apprentissage, ensemble de validation et un ensemble de tests. L'ensemble de tests, c'est pour calculer les performances du système après la phase d'apprentissage. La base d'apprentissage va nous permettre de calculer les poids et l'ensemble de validation donc va nous permettre d'estimer l'erreur, de calculer l'erreur réelle. Alors, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, j'aurai la base d'apprentissage, mais par contre, la base de validation, donc on prendra des points quelque part ici, quelque part là et là. Donc, lors de l'apprentissage, on s'arrête après un certain nombre d'itérations pour calculer l'erreur sur la base de validation. L'arrêt ne sera pas sur l'erreur commise sur la base d'apprentissage, mais sur sur l'ensemble de validation. D'accord? Alors, où est-ce qu'on l'a vu? Donc, ici, voilà, donc on découpe l'ensemble d'apprentissage, voilà, en 3 sous-ensembles, et donc l'erreur est calculée sur l'ensemble de validation. Voilà, donc l'erreur, après le passage de tous les exemples, donc on calcule l'évaluation de l'erreur sur le jeu de validation. Et donc l'erreur qui va nous permettre de s'arrêter, c'est une erreur sur l'ensemble de validation. Est-ce que c'est clair à la validation croisée? La validation croisée. Nous, on a jusqu'ici utilisé uniquement l'ensemble d'apprentissage et l'ensemble de tests. Ensemble d'apprentissage qui nous permettrait de calculer et les poids et l'erreur. L'ensemble de tests qui nous permettrait de calculer les performances de notre système après apprentissage. Donc, on a le problème avec le réseau multicouche, c'est l'apprentissage par cœur, ou là, c'est le surapprentissage. Et pour remédier à ça, donc, on utilise un 3e ensemble qu'on appelle ensemble de validation. Et donc, après le passage des exemples, après un certain nombre de passages, ça dépend, donc on peut le calculer après chaque passage, on peut le calculer après un certain nombre de passages, ça veut dire après 2 ou 3 périodes, je calcule l'erreur sur le jeu de validation, etc. Donc, c'est l'erreur qui nous permettrait d'arrêter l'algorithme. C'est clair pour la 3e étape? C'est bon? Oui, madame. Voilà. Voilà, et là, donc, on arrive aux différentes applications. Donc, pour la rétropropagation, donc, il y avait énormément d'applications pour lesquelles on a utilisé la rétropropagation du gradient. Ici, donc, on cite quelques applications historiques, si vous voulez, qui ont utilisé l'algorithme de rétropropagation de l'erreur pour l'apprentissage. Donc, il y a
NetTalk et les familles italo-américaines. Donc, on commence par le système NetTalk. Donc, c'était un système qui a été réalisé pour la reconnaissance des caractères donc, en anglais. Et donc, vous savez que pour la lecture des caractères, donc il faut vraiment avoir l'environnement parce que le même caractère, je peux le lire de deux façons différentes. Donc, on prend le S pour l'anglais, les CIS, donc le S est lu de deux façons différentes. This CIS, une fois on le lit S et une fois on le lit Z, les CIS. Ça dépend, donc la lecture de chaque caractère dépend de son environnement. Ça veut dire de l'ensemble du contexte dans lequel on prend ce caractère. Donc ici, pour ce système, pour reconnaître, pour pouvoir lire un caractère, on va prendre 7 caractères. Donc, pour lire un caractère, on va prendre 3 caractères d'un côté et 3 caractères d'un autre. On a donc 7 caractères pour lire le caractère central. Pour lire le caractère central, donc on prend 7 caractères. Donc ici, pour la représentation de chaque caractère, ça va être donc pratiquement de la même façon que ce qu'on a vu tout à l'heure pour représenter les chiffres, la sortie donc 1, 0, 0, etc. Donc ici, on a 29 caractères et donc chaque caractère, on va le représenter avec 29 neurones. Donc sur la couche d'entrée, j'aurai donc la représentation de chaque caractère. La couche cachée va contenir 80 neurones. Et sur la couche de sortie, donc j'aurai 26 neurones pour caractériser les phonèmes, pour coder les phonèmes. Donc, le système, il va essayer de lire les caractères. Alors, vous allez voir comment ce système a évolué. Donc, c'était une réalisation très, très intéressante. Et donc, on a pu même enregistrer des lectures pendant la phase d'apprentissage. Donc, on a remarqué que effectivement le système se comportait de la même manière qu'un petit enfant qui apprenait à lire. Et donc, il effectuait exactement les mêmes fautes. Un enfant donc, qui apprend à lire et à prononcer donc les textes en anglais, bien évidemment. Donc, la sortie du réseau a été connectée vers un synthétiseur de parole et donc, on entend le système, on entend la lecture. Donc, c'est le synthétiseur de parole donc, va lire le texte en entrée. Ici, 12 heures d'apprentissage, donc les performances sur la base d'apprentissage étaient de 95%. Mais pour du texte, donc nouveau texte, c'était de 75%. Avec une base d'apprentissage qui contenait 1000 mots. Donc, elle dit, maintenant, la capacité de généralisation, donc c'est celle-là. Ici, donc, c'est l'erreur commise sur la base d'apprentissage. Donc, il a pu reconnaître 95% de mots qui étaient dans la base. Par contre, pour la généralisation, ça veut dire du texte qu'elle n'a pas encore vu. Elle a pu reconnaître 75 mots. Donc, HADA, c'est le système NetTalk. Voilà son architecture.
Voilà. Donc, 7 fois 29, ici 29 cellules pour chaque caractère. Donc, ici, vous avez espace E, espace 4, espace. Donc, le contexte, donc, pour reconnaître ce caractère au milieu, donc le C en l'occurrence ici, pour reconnaître le caractère au milieu, donc je prends 3 caractères à gauche et 3 caractères à droite. Et chaque caractère donc est représenté par 29 cellules sur la couche d'entrée. Donc ici, on représente les caractères sur la couche d'entrée. Voilà. La couche cachée contient 80 cellules. Et ici, donc, la prononciation, 26 cellules pour la sortie. Donc, la sortie ici, parce que le C va se prononcer K. Donc, la sortie, c'est